Bonjour à tous. Eh bien, cette fois-ci, nous nous retrouvons pour discuter d'un nouveau point de ce cours qui est intitulé «L'analyse est sous-tendue par des processus cognitifs». Qu'est-ce qu'il est dit à travers cet intitulé? Il est signifié que il n'y a pas seulement les acteurs qui mettent en signification leur monde, eux-mêmes ou les autres, l'analyste, c'est-à-dire le sociologue, le chercheur, également. Le sociologue ou le chercheur sont également des êtres humains et donc eux-mêmes sont inscrits dans des processus cognitifs qui les dépassent et qui sont notamment d'ordre biologique ou symbolique. Voilà, donc nous allons essayer de comprendre ou en tout cas de s'ouvrir quelque peu à ces processus cognitifs pour en mesurer à la fois la portée sur l'analyse et comment il est possible aussi de réguler l'influence qu'ils peuvent avoir pour analyser au mieux. Alors tout d'abord donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que analyser est une construction du sens, une manière de produire de la cognition, du savoir. Alors, analyser, nous allons travailler ensemble sur plusieurs processus cognitifs qui ont lieu dans le cadre d'une analyse. On va parler d'un processus cognitif général qui concerne tout être humain et qui est intitulé ici les configurations de signification. Ensuite, nous parlerons d'un processus très spécifique et que nous utilisons couramment, qui est la contextualisation, que nous utilisons couramment et sans même en avoir conscience. Nous travaillerons également la reconnaissance pars pro toto, qui veut dire la reconnaissance du tout par la partie, si l'on traduit. Nous travaillerons le processus de typification. Et enfin, nous travaillerons l'analogie et la métaphore. Voilà, je vous invite à me suivre dans ce menu chargé. Alors, tout d'abord, les configurations de signification. Nous allons débuter notre raisonnement en nous appuyant sur une citation de Bateson, de son ouvrage de 1977, qui est la suivante: « C'est la différence qui fait la différence ». Alors, qu'est-ce que veut signifier Bateson lorsqu'il s'exprime de cette manière? Il veut signifier que pour qu'une signification puisse être attribuée à un élément du réel, faut-il qu'il fasse différence, c'est-à-dire qu'il soit saillant, qu'il soit perçu, qu'il soit réalisé comme étant un élément et non pas perdu dans la somme de tout ce qu'il est possible de percevoir à un moment T donné. Donc, l'être humain, de manière générale, voit son système cognitif enseveli sous la charge de stimuli extérieurs qui sont perçus, et ce système cognitif en fait fait le tri de l'ensemble des stimuli et permet à certaines différences, stimulations, de faire la différence et donc d'apparaître dans le champ de la conscience en prenant sens. Voilà. Mais donc tout ce qui est perçu, tout ce qui rentre en input n'est pas conscient et ne devient pas conscient, ça sera trié, et il y a un vrai lien entre ce qui apparaît dans notre conscience et ce qui est signifiant et ce qui fait différence. Alors je vais vous prendre un exemple qui pour ma part m'avait beaucoup surprise, mais en même temps m'avait ouvert les yeux sur un phénomène auquel je ne pensais pas du tout. J'avais environ 20 ans, j'ai eu l'occasion de travailler dans une entreprise, et à cette époque-là, la secrétaire de l'entreprise en question était une jeune femme, pardon. Pour moi, elle était plus âgée à l'époque, elle avait une quarantaine d'années, et cette femme, cette secrétaire, vivait une expérience de vie profondément dépressive. Elle avait toujours été en dépression depuis son plus jeune âge en fait, et elle avait toujours trouvé difficile de vivre, elle avait souvent eu des idées suicidaires, etc. etc. C'était quelqu'un qui vraiment vivait quelque chose de difficilement surmontable, et elle avait beau lutter contre sa dépression et s'engager, elle avait des enfants qu'elle essayait d'éduquer, elle avait un travail qu'elle tenait bien, etc. etc. C'était vraiment quelqu'un qui s'impliquait dans sa vie, mais à qui
une énergie folle était nécessaire pour faire face à sa dépression. Voilà, elle était toujours en état d'extrême fatigue du fait de sa dépression. Et un jour, je rentre dans son bureau et elle me dit avec un sourire jusqu'aux oreilles, et je l'avais jamais vue aussi souriante, elle me dit « Ah là là, c'est la première fois de ma vie que je suis heureuse. Enfin, je sais ce que c'est que d'être heureuse. » Et là, je dois dire que ça m'a beaucoup surprise. J'imaginais pas qu'il y avait des êtres humains qui, à 40 ans, n'avaient toujours pas connu l'expérience de au moins quelques minutes de bonheur. Et donc là, vraiment, elle était en train de témoigner de ça, elle était d'un tel enthousiasme que c'était évident que ce qu'elle me disait était absolument sa vérité, ce qu'elle était en train de vivre, son expérience. Et là, j'ai commencé à réaliser que elle m'expliquait que finalement, son expérience d'aujourd'hui, ce qu'elle vivait aujourd'hui, était très différent de ce qu'elle avait toujours vécu. Et que c'était précisément cette différence-là qui lui avait fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer pour elle, et elle avait essayé d'analyser, et là elle s'était rendue compte qu'elle n'éprouvait pas du tout les mêmes émotions, qu'elle n'était pas avec le même dynamisme, le même esprit d'initiative, etc. Et qu'en fait, elle voyait les choses en positif, et qu'elle n'avait plus cette anxiété qui la submergeait. Elle se sentait, et elle pensait que c'était se qualifiait par le bonheur. Voilà. Mais donc c'est parce qu'il y avait une différence par rapport à l'ordinaire qu'elle a pu penser à ce que décrivaient les autres en termes de bonheur et se rendre compte que ça concernait son expérience. Donc, c'est la différence qui fait la différence. Autrement dit, si vous vivez toujours la même chose, si vous ne vivez dans un univers où il n'y a que du bleu, et bien en fait, vous ne serez pas capable d'imaginer d'autres couleurs. Et par contre, si vous vivez dans un monde où il y a une grande variété de couleurs, vous serez capable d'imaginer une grande variété de couleurs parce que, effectivement, vous en aurez fait l'expérience, mais pas seulement. Deuxième point de cette diapo. En général, également, ce qui est significatif est construit et par l'individu et par les milieux sociaux qu'il fréquente. J'ai appelé ça un collectif pour faire plus simple sur la diapo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand un individu perçoit du bleu, c'est aussi parce que ses parents, son professeur, sa maîtresse des écoles, etc., lui ont dit ça c'est du bleu, ça c'est du vert, ça c'est du jaune, etc. etc. Je veux dire par là, donc que l'individu ne perçoit pas le monde et ne met pas en signification son expérience de manière complètement personnelle. Depuis qu'il est petit, il est socialisé, et non seulement il est socialisé, mais cette socialisation lui transmet tout un tas de significations de la vie ordinaire, de la vie courante, et qui lui permettent donc d'attribuer le bon sens à son expérience. Donc là, par exemple, je viens de vous décrire une personne qui découvre le bonheur, mais elle a déjà entendu parler du bonheur. Elle a déjà vu des films dans lesquels les gens sont heureux et le disent. Elle a déjà lu des romans dans lesquels le bonheur est décrit, etc. Bref, elle se fait une idée de ce qu'est le bonheur, et là, elle se rend compte que son expérience correspond à beaucoup de ces détails dont on lui a donné et qui qualifient le bonheur. Elle est donc capable de voir à la fois la différence, mais aussi de mettre en signification, de sémantiser cette différence, et de dire ça correspond à ce que les autres m'ont donné comme signification, le bonheur. Enfin, troisième point de cette diapo, l'expérience de l'individu est un agencement de configuration de signification. Autrement dit, on ne perçoit pas que le bleu, le vert et le rouge, on perçoit aussi des meubles, on perçoit aussi des arbres, des fleurs, etc. Il y a tout un tas de choses qui vont ensemble, mais quand on met ensemble, par exemple, de la pelouse, des fleurs, des pavés qui mènent jusqu'à un garage, etc., en général, on appelle ça un jardin devant une maison, ou un jardin devant un immeuble. Voilà. Autrement dit, il y a tout un ensemble de significations. Le fait que c'est vert, le fait que ce sont des petites fibres, etc. On sait que ça s'appelle de la pelouse, qu'il y a des bordures, qu'il y a des pavés, qu'il y a une porte de garage, etc. Tout ça mis ensemble crée une configuration. C'est pas je reconnais le bleu, je reconnais le vert de la pelouse, je reconnais les pavés, c'est je reconnais l'ensemble. Et l'ensemble, ça s'appelle une configuration. Mais c'est parce que j'étais capable de déterminer et de discerner l'ensemble des micro-significations que mon esprit a pu comprendre la configuration globale. Enfin, excusez-moi, l'agencement est en général structuré, récurrent et codéfini.
Alors la codéfinition, on vient d'en parler. L'individu ne définit pas seul et ne met pas du sens seul à la situation qu'il vit. C'est quelque chose qu'il construit à partir des significations qui lui ont été mises à sa disposition dans les milieux sociaux qu'il a fréquentés lors de ses socialisations antérieures, primaires et secondaires. Mais dire que... pardon. Dire qu'elle est structurée, cette configuration, signifie à la fois que dans l'esprit, elle prend une forme, elle a été probablement quelque part typifiée. On sait qu'on garde les voitures dans les garages, qu'en général, il y a une baie vitrée, il y a une pelouse, il y a une fenêtre, il y a une porte d'entrée et il y a des pelouses avec des bosquets, des fleurs, etc. Et que ça, pris ensemble, on sait que c'est un devant de maison ou un devant d'immeuble. Voilà. Donc c'est structuré, c'est organisé, on sait que tous ces détails-là ensemble vont ensemble, on le sait a priori, et c'est ce qui nous permet de reconnaître. On connaît déjà la configuration et on la reconnaît. La structuration, c'est la connaissance a priori. C'est une connaissance a priori qui permet de discerner donc la forme, la configuration, et qui permet aussi de la discerner dans la durée et de savoir qu'elle dure. Deuxième chose, à chaque fois qu'on va voir cette configuration, à chaque fois qu'elle va être récurrente, eh bien on va reconnaître la même chose, la même forme. On va savoir que quand on associe un petit chemin avec des pavés sur lequel pour rouler une voiture, de la pelouse, une porte d'entrée, une fenêtre, etc., c'est qu'on est devant un logement. Voilà. Donc la configuration des significations suppose des tas d'apprentissages antérieurs depuis notre plus jeune âge, toute une socialisation primaire et des socialisations secondaires. Et c'est ces socialisations, ces savoirs antérieurs qui ont été acquis, qui progressivement, en situation, permettent de donner du sens à la situation et de bien comprendre ce qui est en train de se dérouler d'une manière pertinente. Autre processus important, le processus de typification. Alors en voici une définition. C'est un processus de définition d'une situation pour et par un acteur social. Ça, c'est une définition qui est donnée par Payet, que vous trouvez dans votre bibliographie, P-A-I-2-L-E-T. C'est un auteur canadien, un grand méthodologue connu au niveau international. Ceci dit, la typification, pour faire plus simple, je vais plutôt vous l'expliquer de la façon dont Berger et Luckman l'explicitent. Berger, B-E-R-G-E-R, comme un berger, mais c'est un américain, on dit Berger, et Luckman, L-U-C-K-M-A-N-N, et lui donc est plutôt, je crois, un Allemand ou un Autrichien, je ne me souviens plus. Voilà. Berger et Luckman expliquent ainsi la typification, c'est un travail de simplification du réel, de reconnaissance des différences qui sont essentielles pour pouvoir attribuer une configuration, une forme pertinente, qui permettent d'agir, de penser, de s'adapter à la situation. Voilà, donc c'est un travail de simplification au sens où on va recueillir et sélectionner les informations utiles. Ça va permettre de créer une sorte de schéma qui est une forme, qui est une configuration, et de réduire ainsi les informations disponibles pour que notre système cognitif ne soit pas envahi par l'ensemble des choses qu'on pourrait percevoir et dont on pourrait prendre conscience. Ce processus donc de typification, qui permet donc de repérer les significations saillantes et qui permet de repérer donc une forme, se met en œuvre en fonction de plusieurs facteurs. D'abord, l'intentionnalité de l'acteur. Suivant l'intention de l'acteur, il ne va pas repérer les mêmes significations. Je vous donne un exemple. Imaginons la situation d'un jeune enfant, 5-6 ans. Il joue dans sa chambre et il a faim. Il a appris à 5-6 ans déjà que c'est pas parce qu'il a faim qu'il va avoir à manger, c'est quand ça sera l'heure du repas. Et donc, ce qui le préoccupe beaucoup, parce qu'il ne sait pas encore lire l'heure, c'est quand est-ce que ce sera l'heure du repas. Voilà son intention, savoir quelle est l'heure du repas. Eh bien, en fait, il va repérer, parce qu'il est intéressé par l'heure du repas, il va faire attention à certains signaux qu'il d'habitude, il peut tout à fait évacuer de sa conscience. Par exemple, d'habitude, quand il n'est pas préoccupé par le fait de manger, il ne fait pas très attention à ce que fait sa maman. Il n'entend pas les bruits dans la cuisine.
Il ne sait pas si elle est au salon, dans la cuisine, dans la salle de bain, etc. Il est concentré sur son jeu, et en plus il veut gagner, et donc il fait abstraction en fait de ces informations qui ne lui sont pas utiles. Mais quand notre intention, et la sienne en l'occurrence, est focalisée sur un objectif particulier, alors là, effectivement, l'intention permet à nos processus cognitifs de sélectionner les informations pertinentes. Il va donc entendre que sa maman fait la cuisine, il va donc entendre que le papa arrive, qu'il a ouvert la porte d'entrée, ça signifie que papa rentre du travail et que c'est bientôt l'heure. Il va se rendre compte que sa grande sœur fait du bruit en mettant la table, et que tous ces indices mis bout à bout signifient qu'on approche vraiment très sérieusement de l'heure du repas. Voilà. Mais il aurait pu tout à fait percevoir tout à fait autre chose et analyser tout à fait autre chose de la situation, par exemple pour se concentrer et faire gagner les Playmobil contre les poupées Barbie, par exemple. Je raconte tout à fait n'importe quoi, nous sommes d'accord, mais c'est pour vous donner une représentation de comment l'intention vient modifier en fait la perception. On perçoit ce qui est utile à l'objectif qu'on s'est donné, la façon dont on regarde la situation. Mais la typification a aussi lieu en fonction de la typification, en fonction de la situation. Imaginez par exemple, imaginez que cet enfant ait une stratégie au moment du repas. Il sait qu'il va y avoir, il a senti l'odeur des steaks, du steak haché, il n'aime pas ça. Et il aimerait bien arriver à manger une banane plutôt qu'un steak haché. Mais comment convaincre ses parents? Eh bien, il va agir en fonction de la situation, c'est-à-dire il va agir en fonction de ce qui va se passer à table, l'humeur de ses parents, l'humeur de sa sœur, il va agir en fonction de l'inattention ou au contraire l'attention que vont lui accorder ses parents, etc. En l'occurrence, ce soir, il escompte bien que son papa soit fatigué et que donc il quitte rapidement la table et que sa maman soit obligée de s'occuper de quelque chose dans la cuisine pour que lui puisse donner le steak haché au chien. Bien. Donc, il a défini la situation de cette manière-là. Mais quand il va arriver, il va la redéfinir parce qu'il va voir que son papa n'est pas du tout fatigué. Il est en pleine forme et il est en train de raconter plein de blagues et le repas va durer longtemps. Ça va être très difficile de ne pas manger son steak haché. Et deuxième élément de définition de la situation, donc il est en train d'analyser, de percevoir la situation et d'analyser ce qui lui est utile. Il fait remonter le processus cognitif inconscient, font remonter à sa conscience les informations utiles. Et là, il se rend compte qu'en plus, sa maman, ce soir, est très décidée à lui faire manger sa viande. Et qu'elle n'arrête pas de focaliser sur ce qu'il fait avec sa fourchette et son couteau. Il sait que donc ça ne va pas être possible. Voilà, donc il y a à la fois en fonction de son intention, il perçoit ce qui est utile pour aller dans le sens de son intention, mais il perçoit aussi la situation, il s'adapte de manière à trouver les indices qui vont lui permettre de monter une stratégie pour arriver à ses fins. Dernière chose, mais que j'ai déjà en fait expliqué avec l'histoire d'arriver à ne pas manger le steak et plutôt arriver à manger sa banane, n'importe quel acteur, et notamment ce jeune enfant, glane les informations utiles par ces processus cognitifs inconscients, justement pour résoudre leurs problèmes. Et là, en l'occurrence, le problème est d'éviter de manger de la viande. Bien, contextualisation. Contextualisation, autre processus cognitif que nous mettons en œuvre de manière en général non consciente, mais qui viennent singulièrement modifier l'analyse qu'on peut produire des situations. Je vous explique. Tout d'abord, le sens n'existe pas en soi, mais en situation. Ce qui signifie que lorsqu'on est dans une situation donnée, on ne sait pas a priori ce qu'elle signifie. C'est parce qu'on est dedans et qu'on pense, qu'on perçoit, qu'on va pouvoir lui donner du sens. Donc le sens qu'on attribue à la situation émerge au fur et à mesure que la situation se déroule. On peut anticiper avant, mais on se rend bien compte quand on est dans la situation qu'en général, ce n'est pas tout à fait notre anticipation. Et donc, on construit bien le sens au fur et à mesure que la situation se déroule. Donc, c'est cette confrontation à la situation et à des éléments de contexte de la situation qui amène à comprendre la situation de telle ou telle manière à un instant T.
Autrement dit, l'action et le contexte se construisent et s'influencent réciproquement. C'est ce qu'on appelle l'émergence de la situation. Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, cette fois-ci, on pourrait par exemple prendre l'exemple d'un jeune adolescent qui vit dans un foyer pour adolescents, pour délinquants, et qui est convoqué par l'éducateur, son éducateur, celui qui est son référent, qui est convoqué dans le bureau des éducateurs. En fait, l'éducateur veut lui parler du fait que le feu a été mis à la cuisine du foyer, qu'heureusement, bien sûr, on a réussi à éteindre le feu sans qu'il y ait trop de dégâts, mais que ceci dit, c'est bien lui qu'on soupçonne, et donc on va vouloir en discuter avec lui pour confirmer cette intuition, cette hypothèse, et voir avec lui comment est-ce que d'un point de vue éducatif, on va l'aider donc à intégrer un certain nombre de règles. Voilà, ça c'est le projet de l'éducateur, c'est de socialiser le jeune délinquant et de l'amener à ne plus avoir ces comportements déviants du point de vue de la société. Bien, donc le jeune rentre dans le bureau de l'éducateur l'y attend, et là l'éducateur commence à lui expliquer que voilà, il l'a convoqué en raison du feu qui a été mis à la cuisine du foyer, etc. Et qu'il aimerait bien savoir ce qui s'est passé du point de vue de ce jeune. Et là, le jeune ne répond pas. Il reste complètement muet. Alors, l'éducateur est un peu déstabilisé, c'est la première fois que ça se passe. D'habitude, le jeune lui fait confiance, mais là, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le jeune ne se comporte pas comme d'habitude. Et donc, l'éducateur va réfléchir et il va essayer de comprendre ce qui se passe. Et il a plusieurs options, parce qu'il a plusieurs contextes à mettre. S'il pense que le contexte est celui de sa relation avec le jeune, c'est-à-dire de ce qui se joue entre lui et ce jeune depuis déjà plusieurs mois, eh bien, il va penser que probablement le jeune a arrêté de lui faire confiance, qu'il est même dans une défiance vis-à-vis de lui-même, éducateur, et peut-être même de l'autre, des équipes éducateurs, et que ça explique son passage à l'acte. Mais l'éducateur peut avoir aussi une autre option de contexte. Il peut se dire, peut-être qu'il faut comprendre le silence et le mutisme de ce jeune au regard du fait qu'il vit dans un foyer dans lequel il y a tout un tas d'autres jeunes avec lesquels il est obligé de vivre. Ce n'est pas son choix. Il a été placé par le juge dans ce foyer. Mais il est obligé de vivre avec ces jeunes. Et peut-être que ces jeunes lui ont imposé le silence et lui ont dit que si jamais il parle à son éducateur, si jamais il dit la vérité à son éducateur, si jamais même il donne un indice à son éducateur, alors il serait passé à tabac ce soir. Peut-être qu'il se tait parce qu'il a peur. Et le contexte, c'est les autres jeunes. L'éducateur continue à réfléchir, il y a peut-être un autre contexte, celui du juge des enfants. Il sait que ce jeune doit passer dans moins de 15 jours devant le juge des enfants. Peut-être que c'est pas par rapport à l'éducateur, c'est peut-être pas un manque de confiance, mais c'est surtout qu'il ne veut pas que le juge apprenne ce qu'il a fait. Parce qu'il ne veut pas continuer à être placé dans ce foyer. Il veut enfin pouvoir sortir. Il a fait beaucoup de progrès, à la fois en termes de comportement, à la fois en termes d'insertion professionnelle, etc. Et maintenant, il souhaite mener sa vie à lui. Il ne veut plus dépendre d'un foyer